Le tracé isolé est-il encore envisageable? Autant de questions que nous allons aborder avec le docteur Rafik Masmoudi. Bonjour, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Georges Pompidou. Et avec Guillaume Rosier, bonjour, vous êtes créateur de Covid Tracker, un site web dédié au suivi statistique du coronavirus en France. On va regarder vos chiffres, ils sont extrêmement instructifs, mais juste auparavant, parce que c'est un peu l'actualité de cette fin de matinée, on va le réécouter parce que ces propos ont marqué Olivier Véran, c'était à l'Assemblée nationale ce matin. Quoi que nous fassions, a-t-il dit, le bilan va s'alourdir. Olivier Véran qui s'exprimait à l'Assemblée nationale puisque les députés examinent la prolongation de l'urgence sanitaire. Olivier Véran donc à l'Assemblée ce matin. Et une situation, nous l'avons dit, avec le Premier ministre en conférence de presse cette semaine, qui va s'alourdir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, quoi que nous fassions, compte tenu du fait que les formes graves succèdent d'environ 15 jours les diagnostics de cette maladie. Docteur Masmoudi, tout est dit dans cette phrase. C'est le pire qui est en vue? Je pense que pour une fois que le ministre de la Santé est réaliste, la situation est telle qu'on est en tension extrême, mais il faut rassurer nos concitoyens. On fait tout pour assurer le soin de tout le monde. Mais ce qui me gêne un petit peu, il faut y aller plus loin dans la réflexion que proposer. Puisqu'on le sait, pourquoi ne pas prévenir? Donc c'est ça qui est un peu... Le président de la République, il l'a dit hier, comme quoi la semaine prochaine, on va y aller un peu plus loin, parce qu'on sait que les chiffres ne vont pas s'améliorer la semaine prochaine, en tout cas. Je pense que... Pourquoi attendre une semaine pour prendre des mesures qui seraient plus efficaces? Et je pense que... C'est-à-dire, pour être clair, le reconfinement? Tout à fait. Je pense local, général, qu'est-ce que vous après, effectivement, il faut l'adapter. Est-ce que c'est local, général? Mais pour moi, il faut avoir quelque chose qui soit pragmatique et efficace et qui ne dure pas trop longtemps et qui ne dure pas dans le temps, pour essayer d'arriver à un taux de contamination ou un taux de circulation du virus qui est la plus basse possible pour qu'une structure sanitaire puisse pouvoir accueillir tous les patients Covid et non Covid. Donc vous n'y êtes pas opposé, parce qu'on avait un urgentiste réanimateur il y a 1 heure sur ce plateau qui lui disait qu'il faut peser voilà, tous les éléments, parce que quand on met à l'isolement, c'est que les personnes âgées ont souffert psychologiquement et puis que l'activité économique s'arrête. Ça peut vous soulager? Qu'est-ce qui... Oui, mais moi, j'aime pas ces interventions-là qui sont un peu dans le paradoxe. On dit que c'est à cause des relations sociales que la contamination augmente. Et en même temps, on dit qu'il faut garder ces relations sociales. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Si on veut briser cette courbe-là, en tout cas, on n'a pas le choix que de passer par ce brassage de population. Et la solution, elle est là. C'est vrai qu'elle est dure et difficile, mais on ne peut pas faire autrement. Je pense que... ou sinon, il y a une autre solution qui est, je dirais, intermédiaire, c'est d'augmenter le nombre de lits de réanimation et d'hospitalisation à l'hôpital. Il restera le problème des ressources humaines. Comment les trouver? C'est-à-dire, il faut rappeler tous les médecins peut-être qui travaillent dans les administrations, qui sont à la retraite, appeler toutes les bonnes volontés et surtout peut-être aussi rappeler... tous ces médecins qui sont des épidémiologues, qui n'arrêtent pas de faire des chiffres à la télé et compagnie, qui puissent venir à l'hôpital aussi, nous aider pour voir la réalité du terrain. Et comme ça, peut-être que les prédictions seraient plus réalistes par rapport à ce qui se passe sur des courbes. Guillaume Rosier, alors on va commenter vos chiffres qui sont extrêmement intéressants, mais sur cette phrase d'Olivier Véran par rapport à ce que vous observez ces chiffres, est-ce que cette phrase, quoi que l'on fasse, le bilan va s'alourdir, c'est quelque chose qui effectivement risque de se prédire? Oui, exactement, complètement. Quelque part, en fait, le bilan s'alourdit déjà chaque jour, puisque chaque jour, on a plus de décès, de cas, etc. La semaine prochaine va être particulièrement intéressante. Et aujourd'hui, on a déjà des chiffres qui sont au niveau de mars, notamment en termes de personnes hospitalisées. On a actuellement 15 000 personnes hospitalisées. C'est le même chiffre que le 27 mars 2020, soit une dizaine de jours après le début du confinement. Et clairement, la croissance actuellement n'est pas au niveau de celle du mois de mars. On a actuellement une croissance de 40 à 50% sur une semaine, mais la croissance augmente de jour en jour.
Et donc la dynamique pour l'instant est un peu moins élevée qu'en mars, mais la semaine prochaine, on risquera d'avoir à la fois des chiffres qui sont au niveau de ceux de mars, mais en plus une dynamique qui sera au niveau de celle de mars. Donc dynamique, d'accord, on a bien compris votre démonstration, dynamique qui n'est pas celle du mois de mars, mais dans une semaine, on pourra la retrouver. On va regarder vos chiffres. Alors on s'est arrêté déjà, on a regardé, parce qu'on parle beaucoup d'eux, sur la contamination des jeunes. Là c'est implacable, ce sont les jeunes qui sont les plus contaminés. On va regarder les chiffres, on va les commenter. Alors pour bien comprendre, les jeunes c'est la troisième ligne en partant du bas, et évidemment plus c'est rouge, plus le taux de contamination est élevé, et la dernière colonne verticale à droite, c'est la dernière semaine. Donc ce sont les jeunes qui sont les plus contaminés actuellement. Oui, complètement, mais c'est de moins en moins vrai. Ça, c'était particulièrement vrai au mois d'août, où on avait plus d'un cas sur 3 qui avait entre 20 et 30 ans, donc les jeunes étaient largement majoritaires. Mais cette proportion-là a baissé au fur et à mesure du mois de septembre et d'octobre. Et puis l'épidémie s'est propagée vers les populations plus âgées. Par exemple, les plus de 60 ans représentaient à peu près 20% des cas en août, et aujourd'hui c'est 35% des cas. Donc pour conclure, les jeunes sont toujours majoritaires aujourd'hui au niveau des cas, mais de moins en moins, puisque l'épidémie se propage vers les jeunes et vers les personnes les plus âgées. Et c'est ça qui est inquiétant, puisque du coup ça va se traduire par une augmentation, ça se traduit déjà d'ailleurs, par une explosion des réanimations et des hospitalisations, et ensuite malheureusement des décès. Alors Guillaume Rosier, restez avec nous, on va regarder d'autres chiffres, d'autres statistiques. Est-ce qu'il y a un effet miroir? Donc on vient de le voir, hein, les jeunes sont les plus contaminés, mais on le sait, ce ne sont pas forcément eux, c'est pas eux qu'on retrouve aux urgences à la réanimation, même si on en voit de plus en plus arriver. Oui, c'est la différence par rapport à la première vague. Déjà, la moyenne d'âge d'hospitalisation des cas graves, elle diminue. Donc, elle est moins de 60 ans par rapport à avant, elle était plus de 60 ans. On en voit des jeunes, paradoxalement, qui n'ont pas de facteur de risque particulier et qui développent des formes graves. Donc, il faut le dire. Heureusement que ce n'est pas la grande proportion, mais ça existe. Et donc, c'est vrai, comme ça s'est bien expliqué sur le diagramme, là, c'est vraiment au début, c'était les jeunes, c'est lié à l'été, la fête, tout ça. Et maintenant, actuellement, c'est une transmission qui dépasse un peu, c'est plus de 50-55 ans, et on voit des patients effectivement âgés qui arrivent en réanimation avec des tableaux qui sont les mêmes qu'avant. La seule chose, c'est qu'actuellement, la chose positive, c'est qu'on sait mieux les soigner, et la durée d'hospitalisation, elle est plus courte par rapport à avant. Donc le turnover, j'allais dire, il est plus important. Mais ça reste quand même des durées qui restent un peu importantes. Bon, une note d'optimisme quand même. Guillaume Rosier, est-ce que c'est à la rentrée que tout a basculé, ou bien un peu plus tôt cet été, quand on voit ces chiffres qu'on vous a montrés? C'était un peu plus tôt, c'était à peu près au mois d'août. Alors en juillet, on a bien vu que l'épidémie s'est propagée chez les jeunes. En août aussi, et à partir de à peu près le milieu du mois d'août, dans mes analyses sur Twitter, je commençais à pointer cet effet-là. On commençait à voir dans le courant du mois d'août que l'épidémie commençait à se propager des jeunes vers les populations un peu plus âgées, c'est-à-dire 40, 50, 60 ans. Donc ça, c'était dès mi-août. Et puis ensuite, en septembre, ça s'est aggravé. Ce phénomène s'est amplifié, et donc s'est traduit par une augmentation des hospitalisations, puis des réanimations et des décès. Il faut savoir que c'est un phénomène qu'on avait déjà vu en Floride au printemps. Et donc c'est ce qui m'a poussé à créer la carte de chaleur que vous avez montrée, qui est le tableau, puisqu'on voit très bien ce phénomène de propagation des cas des jeunes vers les plus anciens, puisque la couleur rouge est donc plutôt en bas vers chez les jeunes et se propage en haut du graphique vers les populations plus âgées en forme de triangle. Alors on va regarder une autre statistique, c'est le taux de contamination par ville. Saint-Étienne, Lille, Lyon, dans cet ordre, Grenoble, Clermont, Paris, Marseille sont tout en haut. Ce sont, voilà, on voit ces villes. Et alors tout en bas, Nice, Bordeaux, Brest. Comment expliquer ces différences de contamination ? Alors moi, je me garderai d'une explication. Je laisse ça aux spécialistes, aux épidémiologistes, etc. Maintenant, je peux amener quelques éléments. Peut-être que c'est du fait des populations plus jeunes, plus étudiantes, mais ce sont des hypothèses. Encore une fois, je laisse ça aux médecins. Par contre, je tiens à noter que la situation est particulièrement grave, par exemple à Saint-Étienne, où on a un taux d'incidence actuellement de 900. 900, c'est stratosphérique. Le seuil d'alerte commun à la plupart des pays est de 50.
50 cas sur 7 jours. Là, on en a 900. C'est-à-dire qu'à peu près une personne sur 50 à Saint-Étienne s'est fait tester positivement dans les 3 dernières semaines. 1 sur 50 dans les 3 dernières semaines. Donc on a vraiment une épidémie qui explose à Saint-Étienne. Et c'est particulièrement vrai dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, où la situation est, je pense, la plus critique en France aujourd'hui. Une personne sur 50, ça veut dire qu'on atteint la cote d'alerte. Alors, globalement, et puis pour les services de réanimation et d'urgence? Oui, on dépasse la cote d'alerte parce que c'est au-dessus de 250. Déjà, on est très très loin. Mais c'est-à-dire quand on sort dehors, on regarde comme ça, on dit il y en a un qui peut transmettre le virus. Mais il n'y a pas d'explication. Je pense qu'il ne faut pas chercher l'explication plus loin. C'est le brassage des populations et c'est le non-respect des gestes barrières et du port de masque. Ça se reflète à ça. Comment ça se fait? En tout cas, si on prend l'expérience de l'hôpital, on est en plein bouillon, j'allais dire, de culture, et on n'a pas ces taux-là. C'est-à-dire il y a des contaminations qui commencent à s'installer à l'hôpital, qui devient un petit peu, je dirais, il faut faire attention, parce que par fatigue, par lassitude, il y a beaucoup de choses qui s'installent. Mais par contre, en plein milieu de culture, on n'a pas ce taux de transmission parce qu'on a toujours le masque, on respecte les gestes barrières et il n'y a pas de transmission entre les personnes. Si à Saint-Étienne ou par rapport à Nice, quand même, il y a eu beaucoup de visiteurs cet été. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, quand on voit des chiffres pareils, on n'arrive pas à les expliquer. La seule explication d'avoir, c'est qu'en quelque part, on n'a pas respecté les gestes barrières et le port de masque. Guillaume Rosier, on sait où se trouvent les clusters maintenant. Cet été, on disait, ce sont les entreprises. Après, en septembre, on a dit, ce sont les regroupements familiaux. Et maintenant, est-ce qu'on a les idées un peu plus claires? Malheureusement, aujourd'hui, on a encore très peu de données, d'une manière générale, sur le lieu des contaminations. Donc, on a quelques données sur le lieu des clusters, mais les clusters ne représentent que 5-10%, peut-être maximum 15% des contaminations. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire de conjecture sur le lieu des différentes contaminations. C'est sûr que actuellement, dans les statistiques de Santé publique France, en haut du tableau, on a par exemple le lieu de travail, mais aussi les lieux personnels, comme par exemple, ou les événements personnels, comme par exemple les mariages, les fêtes d'anniversaire, etc. Mais donc malheureusement, on a en France pas assez de données sur le lieu de contamination. Et Olivier Véran, effectivement, va dans votre sens ce matin à l'Assemblée. Il a dit on ne sait pas où sont ces clusters. Ça veut dire que le tracé pisté, isolé, c'est mission impossible. Dans beaucoup de pays d'Asie, on a réussi. Et visiblement, le taux de contamination chute complètement. Qu'est-ce qui se passe en France? On n'y arrive pas? Ben non, c'est pas mission impossible. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que il ne faut pas parler de cluster parce qu'on est dans un cluster déjà. Donc, je dirais, vu le nombre de contaminations et d'incidences, on est un cluster partout. Et c'est vrai de dire ça se passe là ou là ou là, c'est difficile de le démontrer scientifiquement. Mais en tout cas, on sait une chose qui est claire, c'est que dans un milieu clos où il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas de respect de gestes barrières, ça fait transmission du virus. Par contre, pour le testing, c'est très important. Mais à condition que le testing suit une logique derrière. C'est pas tester et rentrer à la maison. C'est tester, protéger et isoler. Ben là, on ne le fait pas. On teste 1 600 000 par semaine. Mais est-ce que tous les cas positifs sont isolés par rapport à leur foyer familial, par rapport à leurs amis? Est-ce qu'on le fait ou pas? Donc c'est vrai que dans les pays asiatiques, tous les cas positifs, ils sont mis dans des hôtels. Et les cas contacts, la même chose, ils sont pendant 14 jours. Ils ne voient pas d'autres personnes. Vous allez me dire, c'est un peu difficile sur le plan social, on va revenir encore à cette problématique-là. Mais en tout cas, si on veut faire c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé sur le confinement qui est court et efficace, il faut que derrière, il y ait un testing avec un isolement efficace. Donc ça nécessite des moyens humains et c'est pour ça qu'on va s'en sortir tous ensemble. Une dernière question, Guillaume Rosier. Emmanuel Macron hier a dit que d'ici le milieu de la semaine, on commencerait à avoir une indication sur l'efficacité des couvre-feux. C'est ce que vous pensez pouvoir observer avec vos statistiques? Oui, tout à fait. Lors de la première vague, on avait observé des effets sur les données du confinement à peu près 15 jours, entre 14 et 20 jours à peu près suivant les indicateurs. Donc une quinzaine de jours plus tard, le couvre-feu dans les grandes métropoles aura été en place depuis 15 jours le week-end prochain. Donc je pense qu'on verra des effets en milieu ou plutôt peut-être fin de semaine prochaine.
Et pour voir s'il y a des effets, il faudra tout simplement comparer aux prédictions, aux projections qu'on peut faire actuellement. Parce qu'actuellement, on peut faire des projections. Par exemple, avec le taux de croissance actuel, on aurait dans une semaine 22 500 personnes hospitalisées, contre 15 000 actuellement. Et donc, si le couvre-feu a un effet, eh bien, dans une semaine, on arrivera peut-être à avoir un peu moins que 22 500 personnes hospitalisées. Donc, les chiffres de la semaine prochaine sont très importants. Merci, on les observera bien sûr de très près. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour la question des LCI. Midi, dans quelques instants, le best-of, comme on dit en très mauvais français, de Darius Rochebois.